toutes et à tous, nous sommes le 11 juillet 2020 pour le 197e rapport de situation sur le Donbass. Alors un rapport où je vais essayer d'inaugurer un nouveau format, avec une version beaucoup plus synthétique des articles de la semaine, et essayer d'aborder un petit peu plus d'autres sujets que ceux que j'ai abordés dans mes articles de la semaine écoulée. Bon, malheureusement, l'électricité est tombée en panne dans tout mon quartier au moment où j'allais tourner, donc je me retrouve à devoir aller tourner dehors pour avoir un peu de lumière, en espérant que je vais arriver à vous publier le site rep encore ce soir. Sans électricité, je suis aussi sans internet, donc ça va être un petit peu compliqué. Sur le plan militaire, donc du 4 au 10 juillet 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 44 reprises, donc on est à plus que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 16 obus d'artillerie de 152 mm, donc l'artillerie de 152 fait son retour, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait plus d'obus de ce calibre-là, 39 obus d'artillerie de 122 mm, 215 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là on a carrément doublé par rapport à la semaine passée, pour un total de 366 munitions, donc on est peu ou prou aux valeurs de la semaine dernière. Il faut y rajouter les 5 violations du cessez-le-feu et les 54 munitions tirées par les forces armées ukrainiennes contre les RPD durant les dernières 24 heures. Et sur ces 54 munitions, il y a 52 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc ça c'est pas bon du tout. Les tirs de cette semaine en RPD ont blessé 3 soldats, 2 habitations ont été endommagées cette semaine, plus 3 ce matin. Qui ont été endommagés en périphérie de Gorlovka, donc ils ont tiré aux véhicules de combat d'infanterie et aux missiles anti-chars. Je vais vous montrer quelques photos qui ont été fournies par la représentation de l'RPD au sein du centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu qui s'est rendu sur place. Bon, bah, comme on peut voir, il n'y a toujours pas d'amélioration de la situation en termes de bombardement. Une station de pompage a été endommagée aussi près de Gorlovka, 7 transformateurs, plusieurs lignes électriques et une canalisation d'eau cette semaine, donc ça fait quand même un beau bilan d'infrastructures civiles qui ont été frappées par des tirs de l'armée ukrainienne. Je rappelle que ceci est interdit par la Convention de Genève, mais bon, ils ont l'air d'en avoir absolument rien à faire. Côté ukrainien, les pertes de la semaine dues aux tirs de réponse de la milice populaire de l'RPD sont de 2 morts et de 8 blessés, ainsi qu'un camion de munitions et un drone. Et les pertes hors combat, alors là c'est stratosphérique. Cette semaine, ils ont eu 3 morts et 22 blessés, hors combat. Donc ça vous donne une idée quand même de l'état de l'armée ukrainienne. En tout cas, cette dernière continue de déployer des armes lourdes près de la ligne de front et entre autres près d'habitations ou d'infrastructures civiles. Les services de renseignement de l'RPD ont ainsi détecté le déploiement de 47 pièces d'armement lourd en violation des accords de Minsk, à savoir dans le détail 11 canons Jetsin B de 152 mm, bon ben, on sait d'où viennent les obus de ce calibre, 6 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, un obusier D30 de 122 mm, 2 systèmes de défense anti-aérien Strela 10, 3 véhicules de transport de troupes blindés, 12 véhicules de combat d'infanterie type BMP, une automitrailleuse BRDM, 6 véhicules blindés et 5 chars d'assaut T-64. Et alors je vais vous montrer une petite vidéo qui montre qu'en plus d'avoir des pertes hors combat et puis des pertes au combat aussi, les soldats ukrainiens se plaignent que les rondins de bois qu'ils ont reçus pour étayer leurs tranchées sont radioactifs. Je vais vous montrer une petite vidéo, vous allez voir le compteur qui s'affole. C'est assez flippant. Смотрите, парни, недавно к нам командование прислали бревна для оборудования наших позиций, после чего мы стали замечать, что наши бойцы начали болеть. Причем причины мы так и не поняли. После этого мы решили пригласить дозиметриста со специальным оборудованием. Он сейчас, вот вы наблюдаете, как проверяет бревна на предмет радиоизлучения. Вот смотрите. Ну, сейчас мы посмотрим, что покажет нам дозиметр внутри блиндажа.
Ну, как мы видим, оба дозиметра зашкаливают. Находиться здесь небезопасно. Bon, alors l'explication la plus logique, c'est que, à mon avis, les arbres viennent de la zone de Tchernobyl. Je vois que ça, hein, pour avoir des rondins qui font crépiter comme ça le compteur. Bon, c'est une honte totale, hein, pour l'Ukraine d'exposer ses soldats à des radiations en leur filant du matériel radioactif. Ça serait pas la première fois. Il y avait aussi des véhicules militaires qui avaient été stockés dans la zone d'exclusion, qui avaient servi à déblayer tout ça, qui avaient été recyclés, hein, et envoyés aux soldats ukrainiens. Donc c'était très sympa. Hein, des véhicules blindés entre autres, qui étaient aussi, comment dire, pas très sains, on va dire ça comme ça. Cette semaine, les 7 et 8 juillet, il y a eu une nouvelle réunion des groupes de contact au format vidéoconférence. Bon, pas de grande avancée transcendantale, hein, comme d'habitude. Ça continue de discuter, entre autres, des amendements à la décision cadre, l'harmonisation du déminage. Bon, ils doivent déterminer 7 sites d'infrastructures vitales qui doivent absolument être réparés, élaborer un plan de déminage complet. Par contre, il n'y a eu aucun progrès sur les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu. Et alors ça, donc l'Ukraine, en gros, a tout de suite tiqué dès qu'on a commencé à aborder le sujet, se sont retirés de la discussion et les médiateurs de l'OSCE ont joué, ouais, bon, bah, on se casse, quoi. Bon, d'accord. C'est intéressant, je sais pas à quoi ils servent, hein, voilà, bonne question. Bon, par contre, il y a eu un accord entre Kiev, les RPD et les RPL sur 2 articles de la loi sur le statut spécial du Donbass. Mais bon, c'est pas grand chose, enfin c'est juste les articles 2 et 3. Le premier, on n'arrive déjà pas à se mettre d'accord, hein, sur le préambule du truc. Mais bon, l'Ukraine refuse de toute façon toujours de négocier directement avec les RPD et les RPL, et elle refuse toujours de mettre dans sa constitution ce statut spécial. Donc ça, de toute façon, on en est toujours peu ou prou au même point. Et on va aborder la question donc du procès du MH17, puisque alors que là ça devient vraiment du grand n'importe quoi, que les familles des victimes se plaignent, hein, du fait que en gros il y a quand même pas grand chose de solide, que les Pays-Bas ont même pas été foutus d'obtenir des Américains les fameuses photos satellites dont je vous ai déjà parlé. Donc résultat, le tribunal a demandé une nouvelle fois aux États-Unis de fournir les photos satellites. Bon, ils ont la même réponse que les 2 premières fois, hein, je veux dire, faut pas se leurrer. Et alors, pour essayer de sauver les meubles médiatiquement, les Pays-Bas ont décidé de poursuivre la Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour le crash du MH17. Du délire. Donc ils ont aucune preuve qui implique la Russie en aucune façon, mais ils vont aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Je veux dire, il y a un procès en cours. Il est même pas fini. Vous avez rien de solide pour relier ça à la Russie et vous allez devant la CEDH. Ça devient n'importe quoi. Là, ça devient vraiment de la politisation de la justice et entre autres de la justice internationale qui est quand même assez inquiétante. Je pense quand même qu'il est du devoir de la CEDH de rappeler que déjà normalement on doit faire appel à elle que lorsque tous les recours nationaux sont épuisés. Or là, le tribunal, enfin, la cour qui est se réunit actuellement à La Haye, n'a toujours pas rendu de verdict, donc on n'a pas du tout épuisé tous les recours nationaux, en tout cas aux Pays-Bas dans le cadre de ce tribunal qui a commencé cette année. Donc je vois pas bien en fait ce qui justifie, à part le fait d'essayer de faire croire aux familles des victimes que les Pays-Bas essayent de faire condamner les coupables. Non, ils essayent juste de faire raquer la Russie, c'est tout. Mais c'est du grand n'importe quoi. Là vraiment on atteint des sommets de grand nimp. On va parler aussi de la Russie. La Russie où les discussions autour de l'intégration de l'RPD et de l'RPL se font de plus en plus vives. Elles se sont intensifiées après donc le vote sur les changements à la constitution russe. Déjà Vladimir Poutine, hein, avant que le vote soit terminé, avait un peu fait grincer des dents en Ukraine. Il avait fait une déclaration à propos justement de l'importance d'avoir une constitution qui est bien écrite, bien pensée, en pointant du fait que la constitution soviétique par exemple avait été mal conçue en permettant à des républiques soviétiques qui avaient reçu des territoires qui étaient historiquement russes, c'est le cas par exemple de l'Ukraine, en cadeau, de partir avec quand l'URSS a éclaté. Et résultat, on se retrouve avec des pays où, comme l'Ukraine, où les minorités importantes, hein, russophones et
russes ethniquement, se retrouvent discriminés maintenant. Et donc il avait expliqué que c'était pas normal. Si la constitution avait été bien conçue, normalement ces républiques auraient dû repartir, comme il a dit, uniquement avec ce qu'elles avaient elles-mêmes apporté au moment de la constitution de l'URSS, et elles auraient dû rendre les cadeaux territoriaux qui leur avaient été faits à partir du moment où c'était des territoires qui historiquement étaient russes. Bon, déjà là, ils ont bien grincé des dents en Ukraine. Résultat, son porte-parole, Peskov, a dû démentir toute velléité de revendication territoriale de la Russie envers ses voisins. Alors déjà qu'en Ukraine, il va venir des invasions russes tous les 4 jours. Là, je pense que la déclaration de Poutine leur a fait frôler l'arrêt cardiaque. Mais c'est surtout après le vote, en fait, sur les amendements, que c'est parti dans tous les sens. On a eu déjà Vladimir Karasyov, donc qui est un politologue russe, qui a déclaré que l'un des articles qui a été modifié justement dans la Constitution, l'article 67, permettrait via cette notion de territoires fédéraux d'intégrer les RPD et les RPL au sein de la Russie. Bon, tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que ce concept permettrait cela, mais bon, de toute façon, il n'est pas encore clarifié. Ils doivent faire en Russie une loi fédérale pour instituer ces territoires fédéraux. Donc pour l'instant c'est encore ouvert. Dans la foulée, on a eu Alexandre Borodaï, qui est l'ex-premier ministre de l'RPD, qui a déclaré lors du congrès du parti Patrie en Russie à Saint-Pétersbourg que les deux républiques populaires vont bientôt quitter l'Ukraine et être rattachées officiellement à la Fédération de Russie. Le parti de Zakhar Prilepine, donc qui est cet écrivain russe qui était venu combattre dans le Donbass, donc c'est son parti, c'est pour la vérité. Lui, ils ont carrément mis ça dans leur programme électoral. Ils ont mis qu'ils veulent organiser un référendum non seulement dans le Donbass, mais aussi en Ossétie du Sud, en Abkhazie et en Transnistrie, sur leur attachement à la Fédération de Russie. Et si le vote est positif, que la Russie acte ce rattachement de manière officielle. Bon, les officiels russes ont calmé derrière, avec Peskov qui a dit que non, mais il n'y a pas de discussion à ce sujet pour l'instant, c'est pas une position officielle, c'est la position de ces gens-là. Bon, la question c'est qu'est-ce qui a provoqué ce regain d'intérêt pour cette question-là. Je pense que les changements à la Constitution font partie des raisons, mais sont pas la seule. Je pense que l'échec flagrant des accords de Minsk est aussi derrière ce regain de discussion à ce sujet-là. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a d'ailleurs déclaré que l'Ukraine refuse toujours de confirmer si elle va appliquer ou pas les accords de Minsk. Parce que je rappelle, au mois de juin, l'Ukraine avait reçu un ultimatum en mode bon, maintenant que vous avez dit qu'en gros, vous n'allez pas appliquer les accords de Minsk dans l'ordre dans lequel c'était prévu, vous allez les appliquer ou pas alors? Parce que, soyez un peu clair sur votre position. Ils l'ont pas fait, ils ont toujours pas confirmé ou infirmé, donc résultat, Dmitri Kozak, qui est le chef adjoint de l'administration de Vladimir Poutine, qui est en charge justement de l'Ukraine et du Donbass, a dit que les négociations avec Kiev ressemblaient à un théâtre de l'absurde, que les espoirs de dialogue qui avaient été amenés en fait par l'élection de Zelensky ont été anéantis complètement durant les derniers mois. La Russie a d'ailleurs même de nouveau dit à l'Ukraine lors des discussions à Berlin qui ont eu lieu récemment, si vous voulez pas ou si vous ne pouvez pas appliquer les accords de Minsk, dites-le directement. Dites-le directement, soyez honnête, mais faites pas comme si vous étiez attaché à l'application des accords de Minsk, alors que c'est pas vrai. En clair, la Russie a dit à l'Ukraine, arrêtez votre cirque médiatique, arrêtez vos coups de com', voilà, soyez honnête. Dites-le clairement. Bon, Kozak comme Peskov a nié toute discussion au niveau de l'État russe. Concernant le rattachement de l'RPD et de l'RPL, il a dit que voilà, c'était pas discuté officiellement. Bon, j'ai quelques petits doutes là-dessus. Je pense que, vu que c'est quand même bien amené sur la table publiquement par plusieurs personnalités politiques ou des experts, des politologues, etc., je pense quand même qu'ils doivent bien en discuter. Mais par contre, Kozak a sorti un truc intéressant. Bon, déjà, il a dit qu'il y avait vraiment des moments où il commençait à s'énerver quand il voyait l'impasse dans laquelle sont les négociations. Et il a dit qu'en gros, si l'Ukraine sortait des accords de Minsk, ça serait pas la fin du monde. En gros, je vous résume le truc. C'est quand même assez bizarre. Parce que jusqu'ici, la Russie était quand même très... Il n'y a que les accords de Minsk, il faut appliquer les accords de Minsk. Il n'y a que les accords de Minsk, il n'y a pas d'alternative, il faut appliquer les accords de Minsk. Et là, il te dit, ouais, ça serait une décision politique, c'est sûr, ça aurait des conséquences. Mais il dit, en gros, ça serait pas une catastrophe naturelle ou humaine désastreuse au point que il faille se préparer à cette éventualité.
il y a un truc un peu bizarre quand même. Hein. Pour moi, c'est vraiment étrange. Le média d'ailleurs ukrainien Strana a fait le lien entre la non-application des accords de Minsk par l'Ukraine et une potentielle reconnaissance ou intégration des deux républiques populaires du Donbass par la Russie. À un moment, dans l'article de Strana, ils te disent soit l'Ukraine se met au boulot et se met enfin à appliquer le volet politique des accords de Minsk, soit vous prenez le risque que la Russie va déclarer que les accords de Minsk sont officiellement morts et ils vont au choix soit reconnaître, soit même aller plus loin avec les RPD et la RPL. Alors est-ce que c'est ça qui a poussé l'Ukraine à se mettre d'accord au moins sur 2 petits articles de la loi sur le statut spécial pour le Donbass lors de la réunion de cette semaine? C'est possible. C'est possible. Je pense que c'est une façon pour l'Ukraine de faire une nouvelle campagne de com, en fait. De redire, mais si, vous voyez, on progresse, hein. C'est pas mort. Regardez, on s'est mis d'accord sur 2 articles de la loi. Bon, mais pour moi, ça vaut pas plus que la signature de la formule Steinmeier l'an passé, hein. Pour moi, on va avoir une micro-avancée, et puis ils vont reculer, rétro-pédaler juste derrière, ou ne pas avancer plus avant. Donc, si on a 2 articles sur la totalité de la loi, ça nous sert à rien, quoi, tu vois. Le but, d'ailleurs, pour l'Ukraine, c'est d'obtenir une nouvelle réunion au format Normandie, s'en cache même pas. Ils ont dit oui, on pense qu'on pourra avoir une réunion au mois d'août. Bon, Kozak leur a dit non, vous pouvez vous calmer tout de suite, il n'y aura pas, parce qu'il n'y a pas matière à, parce que les décisions de la précédente réunion n'ont toujours pas été mises en œuvre. Donc c'est niette. Mais ce que moi je vois, c'est que le ton russe se durcit de plus en plus vis-à-vis de l'Ukraine, et que ça montre que Moscou en a ras-le-bol. Là, je pense que la patience russe a été bien épuisée et que il doit y avoir des discussions en mode, écoutez, soit maintenant vous y mettez sérieusement, soit vous dites que les accords de Minsk sont morts, et puis on passe à autre chose, et puis fin de l'histoire, quoi. Parce que ça va bien, ni guerre ni paix, c'est la situation dans laquelle on est depuis 5 ans, depuis la signature des accords de Minsk. Les gens en ont marre. Non seulement ici, mais je pense que même au niveau des autorités russes, négocier sans fin pour n'arriver à rien depuis 5 ans, au bout d'un moment, t'en as ras-le-bol. Tu dis merde, quoi. Voilà. Et alors en Ukraine, on a eu droit au retour du comeback de la revanche de l'invasion russe fantôme. Donc vous vous souvenez, on avait eu les délires de Bodnar, hein, le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Ah bah là, c'est le nouveau commandant de la marine ukrainienne, Alexei Nechpapa, qui est parti dans un bad trip sur l'invasion russe imminente, en provenance de Crimée cette fois. Voilà, donc c'était plus le Caucase, c'était la Crimée. Bon, avec toujours le même argument débile de la raison pour laquelle la Russie irait envahir l'Ukraine, à savoir l'approvisionnement en eau de la péninsule. Donc bon, je vous refais pas le topo que je vous ai fait la semaine dernière, et vous irez voir dans l'article dont je mettrai tous les articles dont je fais la synthèse là, je vous mettrai les liens dans le sommaire et dans la description de la vidéo. Donc vous pourrez aller voir tous les détails, hein, mais voilà, donc il y a plus ce problème, il y a eu des puits artésiens qui ont été creusés, des canalisations qui ont été installées, et donc non, il n'y a pas de raison pour la Russie d'aller envahir l'Ukraine pour ça. Alors ce Nechpapa a aussi déclaré que les nouveaux missiles ukrainiens Neptune pourraient frapper la flotte russe basée en Crimée, en gros s'ils tentaient de les envahir. Bon, il a juste oublié 2-3 petits détails, hein, l'amiral. C'est que la Russie a des systèmes antimissiles quand même très performants, et la deuxième, c'est que la portée et les dégâts des missiles calibre russes, c'est autre chose que vos Neptunes. Voilà, je dis ça comme ça. Voilà, hein. Et alors, on a l'hystérie, si vous croyez que l'hystérie était au maximum, c'est monté encore d'un cran. Quand le 4 juillet, on a eu un pseudo-expert politique ukrainien, Vladimir Petrov, moi je l'ai surnommé Madame Irma, qui a annoncé le 4 juillet, il a annoncé textuellement, hein, vous allez voir le titre de son article, c'est plus que 3 jours avant la guerre. Voilà, ça c'est du titre, hein. Mais ça s'appelle du titre putaclic quand même. Hein. Alors cette fois, c'était pas l'approvisionnement en eau de la Crimée qui était la raison de l'invasion russe, mais justement l'échec des négociations et des accords de Minsk. Bon, oui, certes, la patience de la Russie est un petit peu épuisée après 5 ans de théâtre de l'absurde, mais bon, ça fait 5 ans que ça traîne. Donc pourquoi d'un seul coup, il y aurait un ultimatum fantôme sorti de je ne sais où fantaisiste de 3 jours avant le début de la guerre? On sait pas. On sait pas. Bon, sans surprise, Madame Irma, Monsieur Petrov s'est planté. Le 7 juillet, il n'y a pas eu d'invasion russe. Hein. Il n'y en a pas eu plus que de beurre en branche. Et après tous ces délires, bon, on a quand même eu une personne un peu plus sensée que les autres. Ça a été le commandant
de l'armée ukrainienne dans le Donbass, cher Naïev, Sergueï Naïev, hein, qui a remis un petit peu d'intelligence et de lucidité au milieu de ce fatras de conneries. Bon, il a dit qu'il n'y avait pas de risque d'invasion russe imminente, et que l'amiral Neich-Papa avait exagéré hein, le risque parce qu'il n'avait pas toutes les informations en main. Moi, je pense que Naïev est juste un peu moins débile que l'amiral, hein, qu'il a compris que menacer de balancer des missiles Neptune sur la flotte de la mer Noire, c'était peut-être pas une bonne idée. Surtout pour des histoires d'invasion imaginaire. Je pense qu'il dirait que t'es gentil, mais on n'a pas envie de se prendre des calibres ou des sarmates sur la tête. Voilà, t'es gentil, ferme-la, quoi. Voilà. Je vais vous reparler aussi d'un autre article que j'ai relayé sur Donbass Insider, avec l'aimable autorisation de Vassili Prozorov, cet ancien agent du SBU dont je vous avais parlé l'an passé. Il avait fait une grosse conférence de presse et donné pas mal d'interviews lorsqu'il était passé en Russie en fait. Donc c'est un agent du SBU qui en fait travaillait pour la Russie, donc c'est un agent double. Bon, il a fini par quitter l'Ukraine. Et donc il a lancé son propre site qui s'appelle Ukrleaks et il publie des informations basées donc sur des enquêtes basées sur les documents qu'il a exfiltrés de l'époque où il était officier au sein du SBU. Et donc là, il a publié des informations assez intéressantes qui ont prouvé que l'Ukraine, en fait, s'est ingérée via des opérations psychologiques et d'information dans les affaires internes de plusieurs pays occidentaux, y compris européens, mais pas que. Hein. Les Américains, ils ont eu le droit aussi. Je vais en parler un petit peu après. Or, je rappelle qu'en fait, ce sont ces pays-là qui ont financé les programmes d'entraînement des Ukrainiens, justement, aux opérations psychologiques et d'information. Voilà. Et l'Ukraine a utilisé ces nouveaux savoirs contre ceux qui ont payé la facture. C'est ce qui s'appelle un joli retour de boomerang quand même hein, pour les Occidentaux. L'un des exemples que Prozorov donne et qui est quand même assez édifiant, c'est comment l'Ukraine a essayé d'influencer entre autres les résultats du référendum aux Pays-Bas concernant l'accord d'association entre l'UE et l'Ukraine. Ils ont lancé une énorme opération psychologique avec l'aide de journalistes. Je rappelle que ça s'appelle une violation de la charte de Munich. Je dis ça pour mes collègues qui ont participé à cette opération absolument... c'est une honte. Ça, c'est interdit. En tant que journaliste, vous n'avez pas le droit de faire ça. Non. Ça, c'est une violation totale de la neutralité journalistique. Ces journalistes avaient pour travail de donner une image négative du référendum pour que les Néerlandais n'aillent pas y participer. Le but, c'était d'obtenir qu'il y ait moins de 30% de taux de participation, ce qui faisait que le référendum n'était pas contraignant. Hein, et donc que les autorités néerlandaises pouvaient s'asseoir sur les résultats. Malgré la débauche de moyens, ça n'a pas marché comme prévu. Pareil d'ailleurs pour la tentative de placer les RPD et les RPL sur la liste des organisations terroristes, donc liste européenne hein, des organisations terroristes, ils ont fait un bid. Par contre, ils ont réussi avec ce genre d'opération à contrecarrer un rapport de l'OSCE qui était extrêmement négatif envers l'Ukraine, entre autres l'armée ukrainienne, qui dénonçait beaucoup de violations des accords de Minsk, etc., de la part de l'armée ukrainienne. Et avec cette méthode, ils ont réussi à complètement contrecarrer le rapport de l'OSCE et à empêcher en fait la publication d'une résolution de l'OSCE à ce sujet. Voilà, donc c'est quand même pas du tout anodin. Donc c'est ce qui permet à l'armée ukrainienne de continuer ses violations des accords de Minsk et de la Convention de Genève, ces crimes de guerre contre les civils du Donbass. Voilà, ce genre de méthode, c'est ce qui permet à l'Ukraine de pouvoir continuer tranquillement ses crimes dans le Donbass en contrecarrant les tentatives de faire savoir la vérité sur ce qui se passe. Prozorov a aussi publié il y a quelque temps en arrière un documentaire sur le MH17 qui était disponible en russe et en anglais. Là, il y a des sous-titres français maintenant, donc vous allez dans la vidéo anglaise qui est listée dans mon article, vous allez voir, vous activez les sous-titres français, ils sont de bonne qualité, je vous encourage à aller voir parce qu'il y a des infos très intéressantes dedans, des documents que Prozorov donne, et entre autres un nom qu'il donne, celui de Kondratyuk, dont vous allez réentendre parler, puisque on entend ce nom dans des enregistrements de conversations téléphoniques qui viennent d'être publiés par ce député d'Erkach dont j'avais parlé déjà au mois de mai. Donc au mois de mai, il avait lancé une première publication d'enregistrement de conversations de Poroshenko avec Biden, et puis il y en avait une avec Kerry aussi. Il a fait une deuxième série de publications, et là c'est la troisième. Et en fait, dans la troisième série, donc on a une discussion entre Poroshenko et Biden qui montre que
eh bien, l'Ukraine est bel et bien un État terroriste. Je vais revenir sur un événement qui date d'août 2016, où le FSB avait intercepté 2 groupes de saboteurs ukrainiens qui tentaient de rentrer illégalement en Crimée. Donc le premier groupe, ils ont tué 2 des gars, ils ont arrêté les 3 autres. Le deuxième groupe a réussi à rebrousser chemin, en fait, à repartir côté ukrainien grâce à des tirs de couverture de mitrailleuses lourdes. Le résultat, c'est qu'avec tous ces échanges de tirs, il y a eu un officier du FSB et un soldat russe qui ont été tués, plusieurs ont été blessés. La Russie avait bien sûr poussé une gueulante, hein, c'est logique. Ils avaient trouvé des explosifs en grande quantité, hein, des détonateurs, des armes, et donc ils avaient découvert que leur plan, c'était de mener des attentats terroristes contre un aéroport, le port de Kerch, le pont de Crimée, bon, des attentats qui auraient fait quand même pas mal de morts, pas mal de victimes parmi les civils qui habitent la péninsule et qui, je le rappelle d'après la propagande ukrainienne, sont des citoyens ukrainiens. Bon, bien entendu, devant le tollé que ça aurait fait, l'Ukraine avait dit « Mais non, c'est pas vrai, c'est de la propagande russe, c'est du délire, on n'a jamais fait ça, c'est des soldats russes bourrés qui se sont tirés dessus les uns les autres. » Ouais. Sauf que la conversation qui a été publiée par Derkach, qui date du 19 août 2016, entre Poroshenko et Biden, montre que c'est bien vrai. Effectivement, l'Ukraine a envoyé 2 groupes de saboteurs pour aller commettre des attentats terroristes en Crimée, contre ce qui est soi-disant officiellement sa propre population. Donc la discussion entre Biden et Poroshenko est assez dure. Biden n'est pas du tout content. Il dit que le président, donc Obama, est vraiment mécontent de ce qui s'est passé parce qu'en fait il avait refusé un plan à peu près identique avec le même genre de méthode à peine quelques semaines auparavant. Et donc il a dit, on vous avait dit non, on vous avait dit de ne pas utiliser de telles méthodes contre la Russie, là vous nous foutez dans la merde, le président est pas content, moi vous me mettez dans la purée pour défendre les intérêts de l'Ukraine, donc ça c'est Biden qui dit ça. Donc Poroshenko est là en mode, bon ok, là je vais m'en prendre plein la gueule, et donc il met tout sur le dos justement de ce cher Valéry Kondratyuk. Valéry Kondratyuk, qui était à l'époque à la tête de la direction principale des services de renseignement du ministère ukrainien de la Défense. Et donc il fait croire que Kondratyuk a fait ça dans son dos, sans lui demander l'autorisation préalable. Mais il dit, mais je peux pas le virer maintenant, parce que si je le vire tout de suite, ça va paraître suspect, hein, vu qu'on a nié toute implication dans ce qui s'est passé en Crimée. Donc, pour pas que ça fasse genre aveu de culpabilité, je peux pas le virer tout de suite, etc. Sauf qu'en fait, Poroshenko le virera pas plus tard non plus, et que le mec va même être promu. Hein, il va passer par l'administration présidentielle avant de devenir le chef du renseignement extérieur ukrainien. Un peu bizarre quand même. Normalement, un mec qui te fait une connerie comme ça dans ton dos, énorme, qui te met dans la merde vis-à-vis de tes patrons occidentaux, et puis ceux qui te filent du pognon, tu vois, et qui défendent tes intérêts devant la communauté internationale, tu le promeus pas. On est d'accord, tu t'arranges pour le virer discretos quelques mois plus tard, pour que personne puisse faire le lien entre son licenciement et ce qui s'est passé. Ce qui prouve bien donc le fait qu'il a été promu, qu'il n'a pas du tout fait ça dans le dos de Poroshenko. C'est juste que Poroshenko s'est défaussé de sa responsabilité sur Kondratyuk. Voilà, voilà. Et donc c'est ce même Kondratyuk, hein, qui est assez bizarrement mentionné parmi les personnes potentiellement impliquées dans la provocation à l'origine du crash du MH17. C'est quand même bizarre. Quand je commence à voir le même mec qui, dans deux trucs qu'on peut qualifier de terrorisme, hein, d'actes de terrorisme, c'est quand même étrange. Je crois pas trop aucune coïncidence personnellement. Hein. Voilà. D'ailleurs, dans la même discussion, un peu après, Poroshenko se vante ensuite d'avoir foutu la merde dans l'élection présidentielle américaine de 2016, en poussant à l'éviction de Paul Manafort, hein, qui était le conseiller de campagne de Donald Trump, parce qu'en fait, celui qui a publié les informations sur les liens entre Paul Manafort et Yanukovych, c'est Poroshenko. Il s'en réjouit, hein. Il s'en vante et il s'en réjouit, hein, dans la discussion, vous irez regarder. La conversation suivante, elle est très intéressante aussi, c'est celle qui a fait le plus de bruit en Ukraine. C'est une conversation entre Poroshenko et Vladimir Poutine, cette fois, qui a eu lieu en avril 2015, donc 2 mois après la grande défaite de l'armée ukrainienne lors du chaudron de Debaltsevo. Et la discussion entre Poroshenko et Poutine est très intéressante. Parce qu'en fait,
On voit Poroshenko, il est limite en train de frotter la manche de Poutine. Il le félicite là, pour les fêtes qui vont arriver début mai. Il fait même des blagues. Depuis quand tu discutes comme ça avec le dirigeant d'un pays qui est censé être le pays agresseur, qui est censé avoir envahi ton pays, hein, parce que si on suit la propagande ukrainienne, l'agresseur russe, l'invasion russe du Donbass, et l'autre, 2 mois après la défaite cuisante de son armée à Debaltsevo, il est là en train de taper la papote et de faire des blagues avec Vladimir Poutine. Bon, moi je sais pas vous, mais bon, si vous vouliez une ultime preuve que l'histoire de l'invasion russe dans le Donbass, c'est du flan et du grand n'importe quoi, je crois que vous l'avez. Hein. Je veux dire, on n'a jamais vu un chef d'État dont le pays est envahi par un autre faire des blagues avec le dirigeant du pays agresseur. Ça, c'est... non. Ça tient pas la route. Hein. Après cette nouvelle fuite d'informations, d'ailleurs, pour information, les autorités ukrainiennes ont décidé de lancer des poursuites judiciaires, poursuites pénales, pour publication de discussions secrètes d'officiels du pays. Donc ça gêne manifestement quand même. Ça peut se comprendre. Hein. Là pour Poroshenko, c'est très mauvais. Hein. Et puis bon, ensuite Derkach a continué sur d'autres sujets. Entre autres le problème de la corruption internationale. J'avais parlé de ces étrangers qui ont été mis dans des comités de supervision des grandes sociétés ukrainiennes, y compris les sociétés publiques, hein, sur exigence du FMI, soi-disant pour lutter contre la corruption. Bon, déjà, ils ont lutté contre que dalle. C'est encore pire qu'avant. Ces gens-là touchent des salaires pharaoniques en dizaines de milliers de dollars par mois, alors qu'ils sont pour la plupart totalement incompétents. Alors là, par exemple, dans la compagnie de chemin de fer ukrainienne, sur 7 membres du comité, hein, il n'y en a qu'un qui a travaillé auparavant dans le domaine de ferroviaire. Les 6 autres, ils savent même pas faire la différence entre un rail et une traverse. Voilà, ça vous donne un peu le niveau. En plus d'être incompétents, d'être payés des fortunes, etc., il y en a un certain nombre qui ont en plus des sièges dans plusieurs comités. Alors c'est le cas de Anders Aslund, alors c'est un russophobe notoire, vous le cherchez sur Twitter, vous allez voir ses tweets, c'est assez hallucinant. Et ben lui il est membre de plusieurs comités, donc il est membre de la société, donc la compagnie de chemin de fer ukrainienne, et il est aussi au comité de la banque Crédit Dniepr qui appartient à l'oligarque ukrainien Pinchuk. Pinchuk qui est d'ailleurs lui-même un pote de Soros, voilà, ça vous pose un peu le décor. Et donc ce Aslund, il siège dans 2 comités différents. Et comme par hasard, son comité au sein de la compagnie ferroviaire a essayé de faire passer les intérêts des sociétés de M. Pinchuk, qui est entre autres de la banque où Aslund siège, au détriment des intérêts de la compagnie ferroviaire ukrainienne. Alors, en l'occurrence... le comité donc a tenté de pousser la compagnie de chemin de fer ukrainienne à transférer tous ses comptes bancaires dans la banque de M. Pinchuk, la Crédit Dniepr, hein, la fameuse où siège Aslund, comme c'est bizarre, alors que c'était pas du tout favorable, ni en termes de tarifs, ni en termes de conditions. Le directeur financier s'y est opposé. Ensuite, ce même comité a poussé à l'achat d'essieux, donc des essieux pour les wagons, au double du prix normal, auprès d'une compagnie qui, elle aussi, est liée à Pinchuk. Bon, après ça, d'ailleurs, le directeur financier a été poussé vers la sortie de manière assez forcée par des méthodes assez dégueulasses. Je vous renvoie à mon article. Et la compagnie ferroviaire a effectivement acheté ses essieux au prix fort. Voilà. Il y a eu aussi un ancien procureur qui a témoigné du fait que la clique à Poroshenko a mis la main sur les avoirs de l'équipe de Yanukovych qui était issue des détournements de fonds, empêchant ainsi le budget ukrainien de récupérer en fait ces fonds qui devaient y retourner parce que c'était du vol. Ils ont tout fait pour empêcher la saisie des fonds frauduleux. La somme piquée par Poroshenko et son équipe est de 6 milliards de dollars. L'équipe Yanukovych, ils avaient 40 milliards. Hein, voilà. Bon, 6 milliards de dollars, c'est quand même plus que le montant du prêt du FMI qui a été accordé au forceps au prix d'une austérité absolument drastique et puis de la vente des terres agricoles de l'Ukraine. Voilà.
Voilà. Et donc cet argent qui retourne pas au budget et qui oblige à aller réclamer, à aller mendier des prêts auprès du FMI, ces histoires de corruption au sein de la société de chemin de fer, tout ça, qui paye? Eh ben ce sont les Ukrainiens, et puis vous aussi, puisque vous financez indirectement le FMI et toutes les aides européennes qui sont accordées à l'Ukraine pour compenser ces fuites massives de pognon. Voilà. Et puis bah là aujourd'hui, tiens, petite nouvelle, les Ukrainiens sont en train de s'exciter parce qu'il y a eu un avion de la compagnie Ural Airlines qui va d'Anapa à Saint-Pétersbourg qui, d'après Flight Radar, a survolé la RPL puis la région de Kharkov. Alors le chemin suivi est assez étrange, si je vais vous montrer la carte, au moment de passer près de Rostov. Donc habituellement il continue sur le territoire russe, hein, puisque les avions russes normalement n'ont plus le droit de voler en Ukraine. Et là il est parti complètement à droite, donc complètement vers l'est, avant de repartir vers l'ouest, et là il a survolé la RPL et continué vers Kharkov avant de repasser en Russie. Alors là, ils sont complètement déchaînés en Ukraine en demandant qu'est-ce que c'est que ce bordel, et ils hurlent à l'insolence de la Russie d'envoyer un de ses avions passer par là. Bon, je pense que c'est dû aux conditions météo, je pense que l'avion a essayé de contourner une zone dangereuse, une zone orageuse. Il a essayé d'abord de la contourner par la droite, et très certainement qu'ils se sont rendus compte que ça allait pas passer, et donc il est passé par l'autre côté, mais de toute façon, en passant par l'Ukraine, il a forcément dû obtenir l'accord du contrôle aérien ukrainien. C'est pas la première fois, c'était je crois en 2019, l'année dernière, il y avait déjà eu un cas comme ça, où un avion russe, pour des raisons justement de sécurité, avait dû survoler le territoire ukrainien pour éviter une situation d'urgence extrêmement grave. Donc voilà, il n'y a pas de quoi s'exciter. Bon, je pense quand même que c'est très dangereux, hein, parce que vu ce qui est arrivé au MH17, fallait vraiment que les conditions et la situation l'exigent, parce que sans ça, là, c'est quand même... Pour l'instant, il n'y a pas de communiqué officiel russe, ni de la compagnie, sur ce qui s'est passé. Donc on n'en sait pas plus, mais je pense que ça doit être des histoires de météo. Alors j'ai deux pendant ce temps à Kiev liées justement à la publication des conversations téléphoniques de Poroshenko par Derkach. Alors comme je disais, celui qui a fait le plus scandale en Ukraine, c'est celui avec Poutine, hein, tu vois, celui avec Biden. Voilà, les mecs sont même pas choqués de découvrir que leur État est un pays terroriste, tu vois. Je veux dire, bon, ok. Tout scintille, OKLM, il n'y a rien qui vous choque. Par contre, l'enregistrement avec Poutine, ça a vraiment choqué. Ça a vraiment fait un gros scandale. Et on a eu là-dessus la BBC qui, par une grosse bourde de langue russe, est venue rajouter un scandale de plus. Donc je vais vous montrer le tweet pointant vers l'article qu'ils ont fait, hein, où ils écrivent donc que l'enregistrement de la conversation entre Poutine et Poroshenko a fait éclater un scandale en Ukraine. Hein, Zapis разговора Путина с Порошенко вызвала скандал на Украине. Alors, il faut que je vous explique. En russe, il y a deux prépositions importantes, mais différentes pour indiquer où se trouve quelqu'un ou quelque chose. Vous avez « v » et vous avez « na ». Le « v » étant utilisé entre autres pour les pays. Hein. Donc quand tu dis « je suis en Russie », c'est « ya v России ». Quand tu dis « je suis en Ukraine », « ya v Ukraine ». D'accord ? « Na » sert plutôt pour les endroits en extérieur, les régions, les îles et certains autres endroits comme ça. Par exemple, quand tu dis « je suis dans le Donbass », tu dis « ya na Donbassie ». Tu dis pas « ya v Donbassie ». Tu dis Yana Donbass, Yana Kafkazie, je suis dans le Caucase, voilà. Et donc là, normalement, tu dois dire Ukraine, comme on dit v Russie. Tu dois pas dire Na Ukraine. Na Ukraine, ça veut dire que l'Ukraine est une région, comme le Caucase ou le Donbass. C'est plus un pays en fait. Et donc là, la façon dont la BBC a écrit ce tweet. Et le titre de son article d'ailleurs, ça a placé l'Ukraine comme une simple région, au même titre que donc le Caucase, le Donbass ou ce genre de truc. Et donc là, des patriotes ukrainiens ont pété un câble sur Twitter. Je vous mettrai le lien vers le tweet de la BBC. Vous descendrez, vous utilisez la traduction automatique de Twitter, vous allez voir les mecs, ils sont mis, il y en a plusieurs à insulter la BBC en leur demandant si c'était des débiles. Alors celui qui m'a marqué le plus, hein, je vais vous le montrer. Il y en a un qui a dit, je vous traduis le tweet. Pour les connards stupides, je vous rappelle que ce n'est pas dans, mais en Ukraine. En Ukraine, en Ukraine, en Ukraine. Putain d'idiot, l'Ukraine n'est pas une île. Oups.
La BBC, ils ont bien merdé quand même. Hein. Et le deuxième pendant ce temps-là à Kiev, toujours sur ces fameuses conversations. Cette fois, c'est Denis Kazansky, vous savez, un des fameux journalistes censés servir de représentant bidon du Donbass dans les négociations à Minsk. Hein, un de ceux qui s'est barré au début de la guerre. Alors lui, c'est illustré, parce qu'il a commenté, bien entendu, cette publication des enregistrements, en disant dans un post Facebook, dont je vous mettrai le lien, que il s'avère que lors de négociations internationales, Poutine place un dictaphone à côté de son téléphone, de sorte qu'au bon moment, il peut publier les enregistrements par le biais d'un minable d'AirCatch. Pareil, je vous encourage à aller lire les commentaires en dessous, avec le truc de traduction automatique de Facebook, vous comprenez l'essentiel. Ces lecteurs l'ont traité de débile, hein, en lui disant et pour les discussions Poroshenko-Biden, Poutine aussi était à côté en train d'enregistrer avec un dictaphone. Espèce de con, enfin, je veux dire... C'est... Vous irez vous marrer un coup, vous irez regarder, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà la situation... qui est toujours pas très bonne, voire plutôt mauvaise, avec l'augmentation des bombardements et surtout le retour de l'artillerie lourde, le 152 mm, le 122 mm, c'est pas bon du tout. L'échec flagrant des accords de Minsk, l'Ukraine qui parle de plus en plus de plan B, et si ça échoue, on en sortira, etc., etc., ou de il faut réécrire les accords de Minsk, on continue dans la lancée des conneries. Donc je pense quand même que c'est pas très rassurant, mais je pense que le vote des amendements à la Constitution russe permet de consolider, on va dire, l'État russe de telle manière que je pense que les choses vont quand même évoluer, soit dans les semaines, soit dans les mois à venir. Je sais pas encore sous quelle forme. Très sincèrement, je vais pas me lancer dans des spéculations, donner des faux espoirs, mais je pense qu'il va y avoir des choses qui vont bouger. Effectivement, je pense que le ton russe en mode, bon, on en a ras-le-bol de vos conneries, décidez-vous. Vous appliquez les accords de Minsk ou vous les appliquez pas, mais voilà, faites un choix. Donc voilà, situation à suivre. Je vais vous mettre aussi en description un lien vers un petit sondage pour vous demander, voilà, est-ce que vous préférez cette nouvelle formule avec une version plus synthétique des articles, et je vous renvoie avec un lien vers ces derniers pour que vous allez les lire au complet pour avoir tous les détails, et avec donc couverture de plus de sujets. Je voulais en couvrir plus aujourd'hui, mais la faute d'électricité, j'ai pas pu continuer à préparer le site web comme je voulais. Ou est-ce que vous préférez l'ancien format, ou est-ce que vous avez d'autres suggestions? Je sais qu'il y en a beaucoup qui voudraient que voilà, je puisse refaire les sites web avec Tom. Bon, malheureusement, ça c'est pas une option pour l'instant, hein, puisque Tom n'a toujours pas les moyens de pouvoir recommencer les sites web, les moyens techniques. Donc voilà, je suis obligée de les continuer toute seule. Mais donc voilà, si vous avez des idées, des suggestions, voilà, vous pouvez le mettre. Il y a une petite zone commentaire dans le sondage. Voilà, je vous encourage vraiment à aller répondre dessus, c'est hyper important pour moi, pour savoir voilà quel format vous préférez, est-ce que vous préférez l'ancien, est-ce que vous préférez cette tentative, ce prototype, et si vous avez d'autres idées ou suggestions pour améliorer voilà le rapport de situation, puisque bon, ça fait un petit moment que je le tourne, et je pense qu'il est temps un petit peu de renouveler la formule. Voilà, donc je vous laisse vous exprimer sur ce sujet, et me dire aussi pareil dans les commentaires YouTube, si vous avez envie de développer un petit peu plus, voilà, les points que vous voudriez un petit peu voir changer ou améliorer. Et je vous dis en attendant à la semaine prochaine et prenez soin de vous.